Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo, un nouvel épisode de Papote et Popote. Aujourd'hui mon invitée c'est Anne, vous la connaissez peut-être sur Instagram, Anne Pioz aussi. Je vais la retrouver, elle va m'emmener tester un resto qui est le plus ancien restaurant végétarien de France. Apparemment, c'est le grenier de Notre-Dame, proche de Notre-Dame. Je viens de dépasser l'hôtel de ville et je m'en vais la rejoindre. Et alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, on est le 1er avril. Et donc, je vais essayer de faire une petite blague à Anne Pioz. Voyons voir si elle marche à mon jeu. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais vous partager un message de prévention. Sur ma chaîne, absolument tout le monde est le bienvenu. Je réalise des interviews d'invités qui me parlent de leur rapport à l'alimentation. Il s'agit donc de témoignages, bruts et authentiques, du vécu d'une personne à un instant T avec son alimentation. Il se peut donc que certains propos soient déclencheurs pour vous. Je vous laisse avec l'épisode du jour. Me voilà arrivée devant le grenier de Notre-Dame et j'ai rejoint Anne. Coucou Anne. Salut. Ça va? Ouais, ça va. Ravie d'être là, ravie de déjeuner avec toi et avec vous. Ça va être chouette. Oui, ça va. Et puis on est dans le vent. Ouais. Alors, est-ce que pour commencer, tu veux rapidement te présenter? Oui, rapidement, je vais essayer. Donc je suis Anne Pioz, peut-être que vous me connaissez sur Instagram le compte Anne Pioz aussi. Je suis psychothérapeute et je suis spécialisée dans les troubles alimentaires. Oui. Et j'ai aussi un podcast, La Pleine Conscience du Pouvoir, et on s'était rencontrés à cette occasion. D'ailleurs, oui, tu avais témoigné, une des premières. Ça fait, je crois, 2 ans. Bientôt 2 ans. Ça passe trop vite. Ça passe trop vite. Alors, ça fait un bout de temps qu'on se connaît. Ça fait un bout de temps. En fait, pour une fois, parce que sur ton podcast, je parle pas trop de toi, de ton histoire à toi. Non, c'est pas le Pour une lieu. fois, on va parler de toi. Ouais, bon, d'accord. Voilà. C'est parti. Si tu le veux bien. Alors, on y va? Ouais, on y va. Ça allait. Donc toi, tu connais déjà? Qu'est-ce que tu as déjà pris? Alors, ah oui, le couscous. Mais je crois que je vais prendre ça parce que c'est tellement bon. Ah ouais, donc toi, t'aimes bien reprendre 2 fois la même chose. Ouais, bah, quand c'est bon. Ah non, non, ouais. C'est plutôt, tu vois, c'est plutôt ça. Je sais que dans tel resto, il y a tel plat que j'aime. Et du coup, j'aime aller dans ce restaurant parce qu'il y a ce plat. Ah ouais, d'accord. En fait. Mais du coup, t'as pas envie de tester un autre truc? Si, mais en fait, à chaque fois que j'ai testé autre chose, j'ai trouvé ça moins bon que le. Ah oui, mais parce que t'es venue plusieurs fois. Oui, beaucoup de fois. Moi, j'hésite entre le burger provençal, l'escalope de seitan. Ouais, bah c'est très bon aussi. Et l'assiette royale. C'est vrai que moi, le seitan, tu vois, j'ai déjà goûté, jamais goûté dans un restaurant. Ok. J'ai goûté ça, truc acheté à Naturalia. Ah oui, ok. Mais comme je sais pas très bien les cuisiner, tu vois, je me dis, ça vaudrait peut-être le coup de le goûter bien. De voir comment. Ouais. Et tu vois, dans le burger provençal, il y a du seitan aussi. Ah oui. Et dans le couscous aussi. Normalement, ouais, brochette. Voilà. Il y a la brochette et si tu veux, il est tout croustillant. Tu veux prendre une boîte? Pas spécial. Enfin, moi, pas de vin en tout cas. Je vais peut-être prendre une bière. Moi, j'adore la bière. Ah d'accord. Vous voulez savoir 3 choses de moi? La première, j'aime bien la bière. D'accord. C'est peut-être mes origines. Du côté de ma maman, il y a des origines dans le Nord, tu vois. Peut-être. Ah, japonaise, regarde. Ah ouais. Sans alcool. Ah oui, c'est pas grave. T'aimes la bière pour le goût de la bière? Oui, pour le goût de la bière. Tu m'as dit que tu avais vu que c'était le plus vieux restaurant végétarien de France. Ouais, 1978. Et du coup, pourquoi tu l'as choisi spécifiquement? Ouais, ça m'est venu parce que donc, je connais peu de restos à Paris et celui-là j'adore venir ici, j'adore le faire découvrir à des gens aussi. Merci. Je l'ai fait découvrir à des amis, je l'ai fait découvrir à ma famille, ma fille qui adore les restaurants végétariens, elle adore venir ici aussi. Bon, je goûte ma bière. Ah ouais, bah vas-y, goûte ta bière. Mais alors, avant ça, Anne, il y a un petit truc que je demande à chaque fois à mes invités. D'accord. Tu vas pas y louper. Oh, j'ai peur. Ah bah, je te conseille d'avoir peur. Alors, tu n'es pas sans savoir l'impact négatif du sucre sur notre santé. Du sucre? Ouais. Alors, je demande à chacun de mes invités un petit contrôle de glycémie. Un petit contrôle de glycémie. Donc,
piqûre au doigt et tout le tralala. Non mais ça va pas, non? Parce que tu n'es pas sans savoir l'impact négatif déjà avec ta bière. Là, je suis désolée, mais c'est déjà trop tard. Anne, En fait, tu aurais dû me piquer avant. Bah oui. Non mais là, franchement, je comprends pas ce qui t'arrive. Mais non, mais en plus de ça, je t'ai dit que j'allais prendre de la mousse au chocolat. Ah bah non, mais là, moi, tu vois, j'essaye de limiter un peu. Je prends. Bon, le couscous. Bah, t'as pris de l'eau. J'ai pris de l'eau. Tu as pris escalope de sétan. Ouais, c'est des glucides quand même, hein, de sétan. Ah oui, c'est vrai. Mais bon, c'est sans gluten. Ah non, bah si, au contraire. Au contraire. Le sétan, c'est fait avec du gluten. Ah mais oui, c'est vrai, c'est l'ingrédient principal. Tu sais, j'ai bien envie de leur demander un verre de vinaigre. Oui, j'ai bien envie. Ouais. Mais t'as vraiment un truc de la glycémie? C'est un truc pour les diabétiques. Non, parce que tu es diabétique ou dans ta c'est une petite blague, non. C'était un petit poisson d'avril. Oh. Donc voilà, maintenant, puisque tu y as cru, tu dois te coller ça dans le dos. Non, mais j'y ai pas cru, hein. Arrête, c'est bon. Regarde. Voilà, j'ai ce truc de glycémie parce que ça a hyper longtemps, en fait, quand j'étais en début de guérison d'anorexie, que j'avais vraiment l'impression de faire des hypoglycémies. Et du coup, quand je mangeais, justement. Ah oui. Et du coup, ma diète, elle m'avait dit, bah oui, pourquoi pas voir si c'en est vraiment une ou pas. Ouais. Et du coup, ça m'avait permis d'authentifier que parfois, quand je me sentais mal, c'est parce que j'étais vraiment en hypoglycémie. Et oui. Donc j'avais la preuve que c'était pas une vue de l'esprit, tu vois. C'est ça, que c'était pas genre l'envie de sucre. Voilà. Parce que des fois, ça m'arrivait peu de temps après avoir mangé, justement. Et du coup, je faisais vraiment des hypoglycémies réactionnelles, mais je pense que c'était la guérison, en fait. Oui, c'est ça. Mais donc, ouais, c'est intéressant que quand on se réalimente, des fois, le corps, il est perdu, en fait. Quoi. Ouais, c'est ça. Attention. Allez-y. Oh, c'est beau. Merci. Ouais, c'est super. Oh, c'est beau. Alors, c'est hyper intéressant ce qu'elle a, Anne. Elle a un beignet de séton. Ouais, je sais pas si vous voyez. Si on voit, c'est super bon. Et toi, alors, l'escalope? Ouais. Bah, si tu veux la regoûter, parce que... Ouais, c'est marrant, ça ressemble pas à ce que j'avais. Ils ont peut-être changé la recette. Ouais. Moi, je vais goûter ce séton. Alors, c'est marrant, on dirait que ça a été moulé dans un... Oui, tout carré, comme les poissons panés. C'est exactement ça. J'allais dire, on dirait un... Et ils ont même mis le citron, donc... Oui. Est-ce que c'est du poisson ou de la viande? Voilà un morceau de séton de pané. Voilà, un peu séton. Ça me fait penser à du fromage. Ah ouais? Pané. Ah ok. Je crois que j'ai jamais goûté de fromage pané. Ça fait pas viande. Ah bah non. Tu t'attendais à autre chose au niveau texture, c'est ça? Non, en fait, ça me fait penser... Ça me fait penser au truc végétarien, en fait. Les galettes, là. Oui, c'est des trucs... Oui. Mais bien faites. Ma brochette, moi, elle est comme... Et donc, du coup, toi, c'est le même ingrédient, quoi. Oui, c'est du sétan aussi, mais qui est... je sais pas si on voit à l'intérieur... Il est à l'intérieur, en fait. Ouais. Autour, il y a de la panure, quoi. Enfin, c'est du beignet, même, on dirait. Beignet. Bon. Et toi, tu cuisines végétarien, du coup, chez toi? En fait, depuis quelques années, c'est beaucoup mon conjoint qui cuisine. J'ai la chance. Depuis qu'il est en retraite, il a pas mal pris ce rôle-là dans les tâches, en fait. Et puis moi, je rentre souvent assez tard le soir. Je rentre souvent juste le midi pour manger. Enfin, voilà. Donc lui, il cuisine pas trop végétarien. Mais quand j'ai l'occasion de cuisiner, j'aime bien... voilà, tester des choses et limiter, alors nous on n'est pas végétarien à la maison, hein, mais limiter notre consommation de viande et de produits animaux en général. Donc voilà, le sétan en fait, bon moi j'en ai jamais du tout fait, j'en ai fait une fois. Une fois j'en ai fait, mais je trouvais que c'était un peu compliqué, un peu long à faire, mais c'était hyper bon de le faire soi-même. Ah ouais. Tu le fais, puis après tu fais à partir de quoi? Eh ben, de la farine et du gluten en fait. Mais du gluten? T'achètes du gluten? Du gluten de blé. Je savais pas. Dans les magasins bio, tu sais, c'est des sachets comme la farine, quoi. Alors qu'il y en a qui essaient de manger sans gluten. Moi, j'achète du gluten. Et du coup, tu fabriques une espèce de pâte très élastique, justement, que tu fais cuire dans un bouillon de légumes
Une fois que c'est cuit, ça te fait une espèce de boule, quoi, que tu peux découper en tranches ou pas, que tu peux faire frire ou griller. Et du coup, toi, c'est plus végétarien ou vegan? Non, végétarien. Bah oui, parce que j'adore les œufs. Donc c'est vrai qu'à la maison, on mange beaucoup d'œufs et en plus, on a la chance d'habiter à la campagne. Et il y a une ferme pas très loin de chez nous qui fait un élevage de volailles et qui fait des œufs et tout ça. Bio. Oh, j'adore les œufs sous toutes leurs formes. Non, mais du coup, c'est des œufs. Dire ça respecte le bien-être animal. Quelles sont tes motivations pour être on peut être flexitarienne? C'est tu manges de la viande, mais moins souvent. C'est quoi tes motivations derrière ça? C'est juste que t'aimes pas la viande? Ah non, j'adore la viande. Ah non, les motivations derrière, c'était environnemental. C'est aussi économique parce que quand tu manges moins de viande, tu fais des économies. La qualité aussi. C'est-à-dire que quand on achète un poulet, par exemple, je te parlais de cet élevage, on en mange moins souvent du poulet, mais on va acheter le poulet là-bas. Moi aussi, avant, je comprenais pas trop vegan, végétarien, tout ça, les motivations. Et je trouve que quand tu as des motivations éthiques et environnementales, tu te rends compte que être végétarien, ça va pas assez loin finalement. Parce que tu sais, quand ils font du fromage, ils utilisent de la présure. Tu as différents types de présure, mais dans la grande majorité des cas, la présure, elle est issue de l'estomac d'un veau qu'on a dû tuer pour... Moi aussi, j'ai eu un électrochoc quand j'ai appris ça. Parce que moi, j'adore le fromage. Moi aussi. Et moi, être végétarien, ça me dérangerait pas. Mais être vegan, j'aurais du mal parce que j'aime trop les fromages et tout. Et ouais, du coup, je me suis dit, mince alors. Ah ouais. Être végétarien, ça suffit pas. Pour beaucoup de choses, pour ce qui concerne l'écologie et l'environnement, je me dis, ok, je fais à ma mesure, je fais ma part. Voilà. Et c'est suffisant, enfin, parce qu'après, tu vois, on parle d'éco-anxiété aujourd'hui, de personnes pour qui ça devient vraiment très anxiogène, en fait, tout ça. C'est l'idée de la flexibilité aussi. Et voilà. moi, ce que je pense, c'est que je suis totalement d'accord avec toi et moi j'ai un peu la même idée d'être flexitarienne et de pas non plus m'interdire tous les produits animaux parce que de toute façon, même si j'étais végane à mon échelle individuelle, ça changerait pas la face du monde. En fait, il faudrait que des millions de gens soient véganes et c'est totalement impossible. C'est plus des actions collectives et politiques que si tout le monde fait son petit truc dans son coin. Et sinon maintenant, Anne, à quoi tu fais attention quand tu manges? J'ai envie de répondre à pas grand-chose, mais peut-être au goût. Ou avant de manger? Comment tu te décides? À la maison, comme c'est rarement moi qui cuisine en fait, je me pose pas de questions et je mange ce qui est préparé. Comme un enfant. En fait, comme un enfant, oui, c'est ça. Mon conjoint, il cuisine souvent les mêmes choses. Enfin, on a des choses qui reviennent comme dans toutes les familles, quoi, et tout me plaît. Sachant que je suis pas difficile au niveau alimentaire, en fait, j'aime beaucoup de choses. Et je pense que je me définirais vraiment comme une gourmette, tu vois, ça se dit au féminin, parce que j'ai été élevée par un papa cuisinier. Donc, de ce fait, voilà, mon père, alors même si à la maison, il faisait des choses du quotidien, mais il était très attentif au choix des produits qu'il choisissait pour cuisiner. Enfin, donc, moi, j'ai eu la chance d'avoir une éducation alimentaire très variée. Et puis avec un... Donc, t'as jamais été difficile, même enfant? Non. Il y avait vraiment une attention au bien manger, tu vois, les repas de famille. Alors, c'était aussi une autre époque. Parce que peut-être que la génération de mes parents, de mes grands-parents, tu vois, c'était ces grands repas de famille, le dimanche à table, où on restait des heures à table. Après, on jouait aux cartes, tu vois, une fois que la table était débarrassée. Enfin, voilà. Pour moi, c'est important, par exemple, tu vois, dans mon travail, c'est hors de question que je travaille dans l'heure du déjeuner. Pour moi, c'est important de rentrer chez moi, de déjeuner. Alors, des fois, je déjeune sur le pouce, ça m'arrive. Ouais, je crois que je suis très attachée au fait de passer à table, de faire un repas où on est assis, ensemble. C'est marrant, t'es passé d'un papa qui cuisinait à un mari qui cuisine. C'est les hommes à chaque fois, alors que c'est plutôt une tâche, entre guillemets, attribuée aux femmes d'habitude. Ouais, mais en même temps, c'est moi qui ai cuisiné pour notre famille pendant 25 ans, tu vois. Quand ton mari travaillait. Quand on travaillait tous les deux, c'est moi qui cuisinais en fait. Et c'est depuis qu'il est en retraite, ça fait 5-6 ans là. Et encore pas tout de suite, mais voilà, au fil des années. Parce qu'au départ, tu sais, je lui disais, je prévoyais tous les minutes, tu sais, donc il suivait le truc. Ah, c'était toi qui avais la charge mentale. C'est moi qui avais la charge mentale. Lui était le commis. Voilà, lui était le commis. Et puis petit à petit, en fait, ça a évolué.
Et puis il s'est pris au défi de faire des recettes. Il a appris à cuisiner à plus de 60 ans. Tu vois. Ah oui, intéressant. On pourrait venir si on venait. Mais c'est vrai que pour la génération de mes parents, c'était extrêmement rare que ce soit l'homme qui cuisine. Enfin, Et ma mère, elle cuisinait de temps en temps mercredi midi parce qu'on n'avait pas école et elle était prof, donc elle était à la maison le mercredi. Ouais. Donc elle cuisinait le mercredi midi, mais c'était des trucs toujours la même chose. Ma mère, elle aimait pas ça, quoi. Moi aussi, j'ai une maman qui cuisinait pas beaucoup. Enfin, moi, c'était les années 90, donc on a eu l'ère des plats industriels qui marchaient bien, tu vois, les plats surgelés, les barbecue. Je me souviens, ado, quand j'étais toute seule le midi, je savais qu'il y avait les plats tout près dans le congèle, là. Pendant les 25 années où tu as cuisiné pour toute ta famille, ouais. Tu faisais à manger pareil pour tout le monde, enfin. Bah oui. Avec, tu vois, j'étais très organisée, en fait. Là, je pense que ça fait partie de mon fonctionnement. Je faisais... tous les dimanches, je faisais les menus pour la semaine, la liste des courses. Tu vois, tout était, voilà, tout était comme ça. Enfin, ça t'embêtait jamais de faire ça, puis de te retrouver le jour J en te disant ah mais non, j'ai pas du tout envie de manger ça aujourd'hui. C'est un peu, t'as la liste des menus du midi, des menus du soir, et après tu pioches dedans, quoi. Aussi selon le temps que tu as pour faire et puis tu as envie, ouais. Ouais, mais comme tu vois, comme je suis quelqu'un de pas du tout difficile et comme c'est moi qui prévois les menus, je sais que j'aime tout ce que je vais prévoir. Donc si cela dit, des fois ça arrive, tu vois, que je rentre le soir, mettons, et que mon mari il a préparé un truc et je me dis ah tiens, j'aurais plutôt eu envie d'un truc plus léger ou plus consistant. C'est vrai, cela dit. Mais bon, je pense que l'inconvénient, tu vois, n'enlève pas l'avantage. Du coup, dans ta vie, tu as déjà essayé de perdre du poids? Ouh là là. Oui, j'ai essayé de perdre du poids à partir de mes 17-18 ans. J'ai fait mon premier régime avec une diététicienne. T'avais fait ça encadré, c'est bien. J'avais fait ça encadré, ouais. C'est rare. Et t'étais en surpoids? Non, maintenant, je me verrais moi de cet âge-là. Maintenant, je dirais, non, j'étais un peu ronde, quoi. J'avais, tu sais, les fameux 3-5 kilos de trop, là, que tu veux perdre avant l'été. Et donc, ça a été le premier régime avec, tu sais, le plan alimentaire classique. C'était en quelle année? Enfin, pour qu'on resitue à peu près. C'était en quelle année? Fin des années 80. T'avais genre, tu sais, 3 biscottes le matin, une cuillère à café de confiture, une cuillère à café de beurre. Je vois très bien. Un truc qui m'a marqué, mais d'ailleurs, ça doit encore se dire parce qu'une personne que j'accompagne m'en a parlé il y a pas longtemps. La diététicienne disait qu'il fallait pas manger de carottes parce qu'il y a du sucre dans les carottes. Ah oui. T'as entendu? Surtout quand elle... Ouais, je sais plus si c'est cru ou cuit. Oui, il y a un truc, mais... Un truc avec l'index glycémique, là. Je sais pas parce que c'était pas si élaboré que ça, tu vois, mais ça m'a marqué tous les légumes, mais pas les carottes, en fait, pas les bananes. Ah oui, les bananes. Oui. Pas les bananes. Il y a le raisin aussi, je crois. C'est assez sûr. Oui, c'est possible. Tu avais perdu beaucoup? Moins de 10 kilos, c'est sûr. Peut-être 5, tu vois. Je me souviens. La bataille contre le poids, elle a continué. Il me semble quand on s'est connus avec mon conjoint, j'avais fait des régimes, pas parce qu'il m'avait demandé d'en faire, c'était moi toute seule qui me trouvais trop grosse. C'est déjà ça. Oui, je pense qu'on serait plus ensemble. Ouais. Donc les Slim Fast. Ah, t'as fait ça? Oui, les shakers. C'était la grande mode. Oui. Dans les années 90, effectivement, il y avait de la pub à la télé. Je m'en rappelle, j'avais 8-9 ans, il y avait la pub Slim Fast. C'était une dame qui avait l'air... C'était Marie-Christine Barrault. Elle avait l'air contente et tout dans la pub. Bien sûr. Sur cette photo, c'est bien moi, Marie-Christine Barrault. Avant que je ne perde du poids, grâce au programme Slim Fast. Convaincant, non? Et facile. Une dose de Slim Fast, délice de café, mélangée à du lait écrémé. C'est aussi nourrissant qu'un repas équilibré. Un au petit déjeuner, un au déjeuner ou au dîner. Délicieux. Et on garde un vrai repas raisonnable. Et ça marche. Avec Slim Fast, j'ai perdu du poids. Alors si j'y arrive, pourquoi pas vous? Nouveau Slim Fast, essayez et vous perdrez du poids. Moi j'étais enfant. T'avais envie de goûter? Non. Oui, je m'étais dit ça a l'air bon, j'aimerais bien goûter. Mais après je m'étais dit, mais pourquoi elle est contente de manger que ça en fait? Et en fait tu mangeais quasiment rien à côté de ça. Si je me souviens bien, il fallait boire un shaker comme ça le matin. À la place du petit-déj. À la place du petit-déj. Pas en plus. Ah non.
Je crois, hein, tu sais, je me souviens pas bien, mais il me semble que c'était ça le matin et le midi. À la place du repas de midi, tu avais peut-être droit à un petit truc en plus, mais je me souviens plus. Et je crois que tu faisais un repas le soir, mais style légumes à l'eau et poulet bouilli, quoi. Enfin, j'ai pas tenu longtemps. Hein. J'ai dû tenir moins d'une semaine, quoi, parce que ça m'en rendait dingue, quoi. Bah, t'étais à 1000 calories max, quoi, avec ce truc. Je saurais pas te dire, mais en plus, le truc était pas bon, quoi. Délicieux. Et en plus, c'était très cher. J'avais essayé aussi, tu sais, le truc où tu manges que des... Tu sépares les protéines et les glucides, là. C'est pas au même repas. Dissocié, voilà. Montignac, c'est ça. J'avais acheté le bouquin et tout, machin. J'ai dit, ah ouais, ça a l'air facile. Il suffit juste de... Tu sais, c'est toujours ce truc-là qui te vend. Ça a l'air facile sur le papier. Et facile. Mais sauf que c'est infernal, quoi. Tu les as tous fait comme ça, t'as tout testé. J'ai essayé pas mal de choses. Et puis après, donc, j'ai eu ma fille, mon premier enfant. Je crois que j'avais perdu assez vite du poids derrière, mais j'étais aussi avec ado, tu sais, je sais pas si toi tu t'étais dit ça. Il faudrait que je pèse 10 kilos de moins que ma taille. Moi, c'est pour ça que j'ai commencé, en fait. Ok. Je me suis rendu compte que j'avais 3 kilos de trop par rapport à ma taille. Si on voulait faire moins 10. C'est ma mère qui m'avait dit ça en plus. Je sais pas d'où elle sortait ça. Et du coup, je me suis dit, ah bon, bah ça va. Du coup, j'ai que 3 kilos et c'est bon. C'est ça. Alors que moi, j'en avais beaucoup par rapport à ça, tu vois, parce que j'ai une constitution qui fait que bah, mon poids génétique, en fait, il est au-dessus des moins 10 kilos de ma taille, quoi. Et d'ailleurs, je n'ai jamais pesé ce poids-là. Je lisais beaucoup de magazines féminins à l'époque où tu avais le régime avant l'été, machin, donc j'essayais des trucs comme ça aussi, quoi. Toujours en train de courir après un poids idéalisé, en fait, mais complètement irréaliste. Mais comme je pensais que c'était ça la normalité, en fait. Alors après, je négociais à l'intérieur de moi en me disant, bon, attends, les moins 10 kilos quand même, ça fait beaucoup à perdre. Alors déjà 5, ce serait bien. Et donc, j'ai couru après ça de mes, je sais pas, 16-17 ans jusqu'à, j'ai eu ma fille, j'avais 30 ans presque, tu vois, dans ces années-là. Alors, pas tout le temps. Il y avait des moments où je lâchais l'affaire, en fait. Donc, je prenais du poids, mais je pense que dans ces moments-là, mon corps, il reprenait ses droits, tu vois, en fait. Il revenait au poids que j'étais censée peser. Tu as eu beaucoup de chance de savoir lâcher l'affaire. C'est la différence avec quelqu'un qui tombe dans l'anorexie. Ah bah complètement. Parce qu'en fait, l'histoire est la même. Parce que moi, j'ai commencé comme toi, peut-être un peu plus, vers 15 ans, mais bon, voilà, perdre du poids pour correspondre au moins 10. Sauf que moi, j'arrivais pas à lâcher l'affaire, justement. C'est ça. C'est ça le truc. Il y a un truc dans le cerveau, je pense que c'est... Pourquoi certaines personnes arrivent à lâcher l'affaire? En même temps, là, tu le vois comme ça. Tu te dis, je lâchais l'affaire. Oui, mais à l'époque, tu le voyais pas comme ça. Bah non. Tu voyais comme ça, comme un manque de volonté. Comme un échec, en fait. Comme, et parallèlement à ça, comme je te disais, comme j'ai toujours été élevée dans le culte du bien manger, des bonnes choses et tout ça, bah, les périodes où il fallait que je me restreigne, mais c'était horrible parce que j'avais l'impression de passer à côté de tout ce qui me faisait plaisir, en fait. Parallèlement à ça, j'ai commencé à développer ce que maintenant je peux identifier comme des compulsions, du coup. Parce que dans les périodes où je lâchais l'affaire, en fait, je remangeais normalement, mais comme je culpabilisais de ne pas arriver, en fait, à me restreindre, voilà, j'avais un rapport aussi assez compulsif à certains types d'aliments. Mais moi, ça, c'est un message que je veux faire passer, c'est que les compulsions, c'est ce qui me protège de l'anorexie. Mais franchement, c'est un mécanisme de défense sain et naturel que les personnes qui sont justement dans l'anorexie ne développent pas. Ou alors très 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 tardivement, où elles arrivent vraiment, tu vois, au bout du rouleau, quoi. Une espèce de rigidité dans l'esprit des anorexiques, des personnes qui souffrent d'anorexie, qui est tellement fort qu'elles n'arrivent pas à écouter... à lâcher ça, quoi. Et donc, après que ma fille soit née, j'avais pris pas mal de poids pendant ma grossesse parce que, tu sais, je sais pas si tu as connu ça, toi, mais là, tu as le droit d'être grosse, en fait, quand tu es enceinte. Quand tu vois, le ventre, il grossit, c'est super. Surtout que moi, j'ai longtemps eu un complexe. Alors, avec mes cuisses, quand j'étais ado, j'en ai listé les cuisses, mais le ventre, quoi. Le ventre, ça a toujours été mon focus. Et donc, quand tu es enceinte, ton ventre, il peut s'expandre presque à l'infini. Tout le monde est très heureux pour toi, quoi. Donc, j'avais pris pas mal de poids en plus de ça. Elle est née fin août, ma fille, donc j'avais fait beaucoup d'œdème. Pendant l'été, j'avais beaucoup gonflé. Mais une fois rentrée à la maison, tu sais, toute l'eau, c'était beaucoup d'eau, tout était parti, voilà. Mais je considérais, n'empêche, que j'avais du poids à perdre.
Et donc, c'est là que je me suis inscrite chez Weight Watcher pour la première fois. J'allais aux réunions, j'étais hyper studieuse. Weight Watcher, c'est vraiment le régime que j'ai tenu le plus longtemps, avec le plus d'enthousiasme. Ouais, c'est parce que je pense qu'ils jouent là-dessus aussi. Oui, l'effet de groupe aussi. T'as le droit de tout manger. Exactement. Que c'est pas un régime. Voilà. Que ça a l'air facile, encore une fois. Et facile. On te dit, il suffit de compter tes points, t'as tant de points. Alors bon, je me disais, oui, c'est quand même pas beaucoup, tu vois. Il y a un côté ludique aussi, parce que quand tu fais du sport, tu gagnes des points. Exactement. Et là, il y a un hyper danger, en fait, de tomber, par exemple, dans le sport à outrance, tu vois, pour justement gagner des points. Tu développes des mécanismes, en fait, qui peuvent faire basculer vraiment. Donc, c'est intéressant cette question. Qu'est-ce qui fait que certaines personnes vont basculer dans un truc hyper rigide, de plus en plus rigide, et d'autres comme moi. Alors, moi, je l'ai tenu longtemps. J'ai perdu une douzaine de kilos, je crois, à l'époque. J'ai fait la stabilisation tout comme il fallait. Enfin, tout s'était très bien passé. C'était très valorisant parce que l'animatrice m'a montré en exemple, c'est pendant les réunions, parce que je pense que beaucoup de personnes lâchent au bout d'un moment. Et moi, j'y suis allée des mois et des mois, tu vois. Je continuais à y aller après pour garder le cap. Et j'avais tellement internalisé le comptage de points que je pouvais te dire tout le temps, comme une personne qui compte les calories et qui sait combien il y a de calories dans mon couscous, dans tes pommes de terre. Donc, je savais au point près tout ce que je mangeais tout le temps, en fait. Donc ça a tenu jusqu'à ce que je sois enceinte de mon fils 3 ans après. Grossesse, tout ça à la poubelle, les histoires de points et tout ça. Donc, j'ai lâché l'affaire aussi. Je sais pas si j'avais pris beaucoup de poids, mais bref. Et puis, alors, mon fils, je l'ai allaité pendant assez longtemps. Donc, hormis le fait que c'était important pour moi de le faire, je me disais c'est quand même bien pratique parce que je peux manger suffisamment beaucoup et ce que je veux et je grossis pas en fait. Ouais. Et puis l'allaitement s'est terminé au bout d'un moment, sauf que moi j'ai continué à manger pareil en fait et là j'ai recommencé à prendre du poids. Mais du coup, tu savais que tu allais prendre en arrêtant l'allaitement? Oui, mais... Tu t'es pas dit, bon, maintenant que j'arrête d'allaiter, je vais devoir manger? Non, finalement, en y repensant, tu vois, cette focalisation sur le poids, elle a été en dents de scie aussi, tu vois. Il y avait des périodes où ça devenait critique et où tout d'un coup, je supportais plus et il fallait que j'en perde. Puis d'autres où, c'était pas grave, quoi, en fait. Sachant que j'ai jamais atteint... des poids très hauts, après c'est très relatif, mais quelques années après la naissance de mon fils, j'ai atteint le poids le plus haut en fait que j'avais jamais pesé. Et là, pour moi, ça a été, tu sais, j'ai dépassé un chiffre en fait. Et pour moi, ça a été, ah non, c'est pas possible, je peux pas peser ce poids-là. Enfin, tu vois, là, il y a eu un truc, puis je me voyais en photo, c'était horrible, enfin, je me supportais plus en fait. Et à cette époque-là, je suis retournée chez Weight Watcher. Parce que quand même, mais j'avais dû en refaire un peu du Weight Watcher, là. Et mais là, j'avais fait parce que entre temps, ils avaient développé l'application sur le téléphone. Tu étais obligé d'aller. Écoute, c'était en 2017, je crois. À partir de 2010, j'avais dû refaire des tentatives Weight Watcher, tu vois, mais je tenais même pas un mois, j'y arrivais pas, j'y arrivais plus en fait. Et en 2016 ou 2017, là, je m'y suis remise. Ça a tenu quelques temps. J'ai perdu une dizaine de kilos. Suite à ça, j'ai réussi. Alors, je me suis mise au sport aussi. Moi, j'étais pas du tout sportive de toute ma vie. J'avais jamais fait de sport. Dans ma famille, quand j'étais enfant, on était plus axé sur tout ce qui était culturel, faire de la musique. Ouais. Donc, j'ai toujours détesté le sport, les cours de PS. J'étais toujours la nulle, tu sais, qu'on va chercher quand il n'y a vraiment plus personne. Bref. Alors, j'avais eu des tentatives de faire du sport plus jeune. Tu sais, oui, j'ai connu aussi les débuts de l'aérobic à la télé, tu sais, oui, Véronique et Davina. C'est quand j'étais ado, ça. Donc voilà, il y a eu des petites tentatives comme ça. Donc en 2016 ou 2017, j'ai commencé à faire des programmes sportifs que je trouvais sur internet. Ouais, tu vois, ça commençait un peu Top Body Challenge. Ah ouais, t'as fait ça? Mais oui, parce que j'avais une copine qui avait fait ça. Oh là là. Et quand je la regardais, on me disait waouh, enfin elle était très musclée, je me disais ah ouais, je vais faire ça, ça va être génial. Tu sais, avec les photos avant après, les machins, tu te dis ah ouais, bon, j'avais bien conscience que j'allais pas devenir comme la nana qui vendait le truc parce qu'elle est très filiforme, voilà. Au bout d'un moment, je me suis blessée parce que comme je n'avais jamais fait de sport de ma vie et que passer de rien du tout à t'avais trois séances par semaine, plus normalement il aurait fallu aller courir en plus et tout. Bon, ça j'y allais pas, mais
t'étais censé faire 5 séances de sport par semaine et tout machin. Et du coup, les kilos que j'avais perdus avec Weight Watcher, et ben, j'ai maintenu en fait ce poids-là parce que je faisais voilà, énormément d'exercices. Et la dernière tentative de perte de poids que j'ai faite, c'était il y a... Parce que ça allait, tu vois, mais je me dis, oh, si je pouvais en perdre encore un peu, ce serait pas mal, en fait. Et ça allait aussi bien aussi dans ta tête, dans l'alimentation. Ouais, je mangeais à peu près, voilà, c'est ça. Ouais, je mangeais comme je voulais. Alors, j'étais un peu dans une période, tu vois, bah, c'est quand j'ai commencé à découvrir tout ce qui était recette végétarienne et tout ça, donc je commençais à basculer dans un truc d'alimentation saine. Ça frôlait quand même ce truc-là. Beaucoup de légumes. Un peu orthorexique. Voilà, pas d'alimentation transformée. Et donc en 2019, j'ai commencé à m'intéresser à la relation, à l'alimentation. Même si j'étais déjà devenue psy entre-temps, parce que j'ai eu une autre carrière professionnelle avant, et voilà. J'avais jamais reçu au cabinet, je crois pas, de personnes qui souffraient de troubles des conduites alimentaires. C'est pas un sujet qui m'intéressait particulièrement. Et j'ai commencé à entendre parler de relation à l'alimentation, et particulièrement l'alimentation émotionnelle, tu vois, dite émotionnelle, manger ses émotions et tout ça. J'étais encore dans une idée de perdre du poids, et je cherchais des infos sur le jeûne intermittent. Et là, je suis tombée sur la chaîne YouTube, oui, je pense d'abord, de Esther Taïfé. Et après, j'ai vu qu'elle avait un podcast et tout, j'ai écouté tous les épisodes, je trouvais ça super passionnant. Je commençais à réaliser, mais ça a eu vraiment ce gros avantage pour moi de réaliser que mon problème, il n'était pas tant dans ce que je mangeais, la qualité de ça, voilà, la quantité, mais dans ma relation avec l'alimentation. Parce que tu avais l'impression de manger tes émotions? Bah parce qu'en fait, comme je faisais des compulsions. Ah oui, donc tu pensais que c'était lié aux émotions. Voilà, pour moi, c'était des émotions que j'avais besoin de manger, si tu veux. Et la façon dont c'était présenté, je me reconnaissais totalement. En fait. Mais cela dit, avec le recul, je pense pas que j'étais dans de la restriction cognitive, oui, mais pas calorique, tu vois. Oui, alors là, c'est encore vraiment, plus piège. Bah parce que forcément, les compulsions, mais moi, je voyais ça comme des craquages, en fait, des crises, je sais pas m'arrêter, en fait. C'était sur soit des biscuits, des choses sucrées, ou alors des trucs, des chips, ou des trucs que t'es censé qui sont diabolisés, les aliments, tu vois. Mais ces aliments rendent addicts, vous voyez. Voilà, exactement. Nous sommes ici. Ressors-moi, tiens, maintenant qu'on a mangé, on va faire le test. Et puis en plus, je trouve que ce qui est piège, c'est que même si tu écoutes les contenus de gens qui sont dans la vraie alimentation intuitive ou Zermati ou tout ça, ils te disent bien que l'alimentation émotionnelle, ce n'est que avec les trucs gras, sucrés, salés. Donc en fait, c'est perturbant. Eh ben oui. Parce que quand tu es face à l'alimentation, entre guillemets, tu fais des compulsions parce que tu es dans la restriction cognitive, bah, c'est difficile. En plus, il y a toujours une part d'émotionnel. Donc en fait, dans ta tête, tu sais pas. Tout ça, ça se mélange. Tout ça, ça se mélange. Tiens, et d'ailleurs, tu parlais de Zermati, Apfeldorfer. J'avais lu aussi leur bouquin, La maigrir sans régime, là, quand c'était sorti. J'ai trouvé ça génial. Donc effectivement, il y avait quand même déjà à ce moment-là, je me questionnais. Mais dans le but de perdre du poids, toujours pareil, quoi. Donc c'est comme ça quand même que tu es rentrée dans l'alimentation intuitive. Donc moi, je me suis fait accompagner par Esther. J'ai perdu 10 kilos à nouveau. Quand je regarde les photos maintenant, je trouve que j'étais vraiment presque maigre. Enfin, tu vois, quand on parlait tout à l'heure de ce fameux poids, moins 10 kilos. Tu l'avais atteint? Non, j'y étais pas, mais j'étais super mince. Enfin, tu vois, comme quoi, comment j'aurais été si j'avais pesé ces fameux 10 kilos de moins, tu vois. J'aurais été très maigre. Juste un aparté, c'est que justement ces fameux moins 10, tu sais, souvent les mannequins, elles ont moins 20 carrément avec leur taille. Et du coup, moi, quand j'étais ado, je m'étais dit, quand j'avais atteint les moins 10, je m'étais dit, bon, c'est bon, maintenant j'ai les moins 10, maintenant on va viser les moins 20. Moi, quand j'atteins les moins 20, j'ai l'air d'un cadavre. Eh ben, c'est ça. Je les ai atteints, les moins 20. Bah, cela dit, certains mannequins, quand tu regardes, ils ont l'air de cadavre. Mais je pense qu'ils doivent retoucher, sur les photos, ils doivent enlever les zones où on voit les os, tu vois. Et on dit souvent qu'on retouche la cellulite et les vergetures, mais on retouche aussi les os. Bah, donc, j'avais fait ce coaching en 2019, donc avec jeûne intermittent. Et je pense que c'est ça et la disparition des compulsions, quand même, qui a fait que j'ai reperdu ces fameux 10 kilos qui m'amenaient à un poids
choix irréaliste en fait, avec le recul, quoi. Après, j'ai commencé vraiment à plus creuser la relation avec l'alimentation. C'est là aussi que j'ai créé mon compte Instagram, mais je parlais pas du tout de ça au départ. Moi, dans ma pratique pro, jusqu'en 2019-2020, je travaillais beaucoup avec des enfants et j'étais très axée sur la parentalité. Et puis quand même, je me disais, mais la relation à l'alimentation, ça m'intéresse quand même vachement. J'aimerais bien transmettre déjà ce que j'ai appris, mais quand même, ça restait assez axé sur l'alimentation émotionnelle à l'époque. Quand est-ce que j'ai créé le podcast? 2020, j'ai commencé à travailler sur ce projet-là, à discuter avec des personnes, à rencontrer des personnes. J'ai commencé à faire des posts là. Mais tu sais qu'au début, je faisais je sais pas si tu suivais déjà mon compte, je faisais des challenges du type 7000 pas par jour. Non mais j'ai vu ton évolution. J'ai vu ton évolution. Voilà. Ah tiens, Anne Pioz, elle nous a rejoint dans le gang des extrémistes. En préparant donc des épisodes de podcast et tout ça, j'ai beaucoup discuté avec Juliette. Parce que oui, justement, tu avais fait un podcast avec Juliette avant moi. Oui. Et je me rappelle que Juliette, elle était, attention, info croustillante, elle était venue discuter avec moi et Jeanne, je crois, en disant oui, il y a Anne Pioz qui veut que j'aille sur son podcast, mais je sais pas trop si je dois y aller. Parce que des fois, elle fait des trucs, voilà. Et donc, ça l'embêtait de venir participer. Mais oui, et pareil, Jeanne. Et puis, on lui avait dit non, mais c'est pas grave, faut y aller, parce que tu sais pas, tu peux convertir des gens, nanana. C'est pour ça, moi, je suis partisane d'aller même, s'il y a Glucose Godness qui t'invite, mais vas-y, quoi. Oui. C'est l'opportunité en or pour véhiculer tes idées. Pour passer des messages. Voilà. Ouais. Bah, Jeanne, effectivement, on avait une discussion au téléphone, je me souviens, où elle me disait, bah, je sais pas, parce que tu fais justement les challenges, elle m'explique et tout, tu vois. Et là, ça commençait déjà à mouliner, en fait, dans ma tête. Et là, j'ai découvert l'alimentation intuitive et j'ai commencé à consommer du contenu sur l'alimentation intuitive. Fin 2021, j'ai fait la formation, tu sais, pratique inclusive, parce qu'en France, en français, la formation à l'alimentation intuitive, voilà, c'est anglophone, et moi, alors, l'anglais, je peux me débrouiller pour demander mon chemin dans la rue, mais ça s'arrête là, tu vois. Donc, je pouvais pas faire la formation américaine. Voilà. Je me suis dit, bah, je vais chercher ce qui en francophonie peut m'apporter des choses. Ouais, puis les Québécois, je trouve qu'ils sont super, quoi. Enfin, je trouve qu'il y a beaucoup de contenu québécois. Oui. Ouais. Et donc, j'ai fait celles qui font la formation Hayes en français aussi. Donc, du coup, j'ai fait leur formation avec elles, mais j'avais déjà beaucoup cheminé, beaucoup de mon côté, en fait. Et tout en intégrant... et en vivant les principes et en comprenant les principes. Parallèlement à ça, tout ce qui était restriction cognitive, mine de rien, j'avais quand même pas mal travaillé dessus avec l'accompagnement que j'avais fait en 2019. Et puis j'avais fait la formation à la thérapie d'acceptation et d'engagement, ACT, où on travaillait aussi beaucoup. Et puis j'avais fait aussi, tu sais, c'est comme tout un puzzle en fait. J'avais fait le cycle de pleine conscience là, de 8 semaines, le MBSR. Ça n'a rien à voir avec l'alimentation, mais ça m'avait fait énormément travailler sur la reconnexion aux sensations corporelles. J'ai beaucoup travaillé sur... Ah oui. On était dans le mood poisson d'avril, mais on ne peut pas vous embêter avec ça. D'ailleurs, c'est pour toi. Hein. Tiens, regarde, je vais le mettre... Oui, voilà, mets-le là. Comme mes ça. filles, elles seront contentes. Ah, celles qui l'ont fait. Ah bah oui. Enfin, colorier. Ah bah oui. Colorier et les 2 gommettes là. Enfin, c'est Alice. Oh, c'est trop mignon. Donc oui, en fait, ça a été tout un ensemble de choses, de formation, de discussions, d'expérimentation, qui m'ont fait plonger dans la secte, en fait. Tu disais tout à l'heure, j'ai rejoint les extrémistes de l'alimentation intuitive. T'as pas l'impression des fois qu'on est sur une autre planète? Mon mari me fait rire parce que bon, on écoute beaucoup France Inter et quand il y a des émissions, tu sais, à 10h, là, Grand bien vous fasse, voilà, sur... la santé ou sur les machins. Bon, l'autre jour, il y en a une sur les TCA. Ouais, elle était bien. Mal. Ouais, voilà. moi j'ai aimé. C'était bien. Je me suis de plus en plus resserrée dans ma pratique autour des troubles alimentaires, en fait, et de la relation avec l'alimentation. Et depuis septembre, même au niveau local de mon cabinet, je me spécifie de plus en plus autour de ce trouble-là. Je fais une formation aussi plus spécifique sur l'accompagnement des TCA. Enfin, j'accompagne plus d'enfants aujourd'hui et je me recentre là-dessus. Mais il y a eu tout un cheminement personnel au départ, en fait. Oui.
toute une réflexion sur mon propre fonctionnement en fait et ce qui m'avait mené là et puis une ouverture voilà, quand j'ai commencé à entendre parler de culture des régimes et de l'impact que ça avait sur nous, sur moi, mais il y a un truc qui s'est ouvert là Ouais, donc c'est ça l'impression que ça fait à tout le monde, je pense. Tu te dis ah ouais quand même quoi. Ouais, mais en fait t'as l'impression que t'as vécu avec des œillères. Exactement. Et quand tu découvres tout ça, hop, ça s'ouvre. Tu te rends compte de tout. Exactement. Tout ce qu'il y a derrière ça, en fait, au fin fond de tout ça, c'est toujours la grossophobie finalement. Mais oui. Puis on dit souvent que ça vient toucher aussi toutes des valeurs autour du féminisme aussi, quoi. Ouais. Et cette aliénation. Mais quand j'y pense, l'énergie que j'ai mis là-dedans, quoi. L'espace mental. Oui. Tu te dis, mais pendant ce temps-là, je faisais pas autre chose, quoi, en fait. Ça serait mentir de dire qu'on faisait pas autre chose. Parce que c'est ce que j'allais moi, dire. j'ai fait des études, bien sûr. Mais oui. Mais c'est juste que c'est usant, quoi. Et puis ça passe aussi par une dévalorisation de soi. Voilà, ouais. De jamais se trouver comme il faut. Il y a toujours quelque chose qui manque, qui n'est pas assez, ou qui est trop. C'est vrai que moi j'ai 53 ans maintenant, et en fait ça fait pas si longtemps que je réalise tout ça. Mais tu vois, je pourrais me dire, ah là là, tout ce temps perdu, machin. Je suis pas dans le regret, je suis pas en train de me dire, t'aurais pu t'éviter ou éviter à ton corps. Tu vois, quand j'ai fait ce travail sur vraiment la relation à mon corps et vraiment de le voir comme un objet précieux qui m'a mené en bonne santé, je touche du bois jusqu'à aujourd'hui, qui m'a permis d'avoir 2 enfants, qui me permet d'expérimenter plein de choses. Je suis quand même dans me dire, mais je lui ai fait subir aussi des choses, quoi. Donc là, il peut y avoir un peu de regret, tu vois, de me dire, je l'ai affamé. Quand je repense les derniers trucs en date de jeûne intermittent, c'est quand même pas pensable. Enfin, tu te dis, mais je restais des fois 20 heures sans m'alimenter. Mais c'est pas possible, quoi. C'est aussi pour ça que c'est important pour moi de porter ce message aujourd'hui. Après, je pense que voilà, on peut pas transmettre. On peut pas non plus. Tu vois, il t'a fallu beaucoup d'années. Moi aussi, il m'a fallu beaucoup d'années. Et je pense que c'est pour ça qu'on peut jamais convertir les autres. C'est juste un cheminement personnel et chacun fait ses expériences et il arrive un moment où on adhère ou où on n'adhère pas, quoi. Complètement. On peut rester dans la culture des régimes toute sa vie. Je dis souvent aux personnes que j'accompagne qui ont pu vivre beaucoup de régimes ou être dans la restriction, c'est la zone de confort aussi. Totalement. Et je leur dis, rien vous empêche d'y retourner quand vous voulez. En fait, c'est pas un problème, en fait. Ouais. Et les desserts. Brownie au chocolat graisse noisette. Et alors la fameuse. Si tu veux goûter la glace ou le gâteau. Ah ouais, la glace volontiers. Tu peux goûter Elle est bonne, hein. Alors, c'est un brownie avec de la betterave. Alors Il est super fondant. Il est un peu tiède. Ah oui, ça a l'air moelleux. Si tu veux le goûter. Ah écoute, je veux bien. Mais il n'est pas très sucré, hein, pour le coup, je te préviens. Hop. Merci. Je vais faire la bouchée parfaite. Le tiède du gâteau et la... Ah ouais, c'est bon. Quand j'avais fait le coaching avec Esther, il y avait vraiment diabolisé le sucre. C'est là qu'il y avait les challenges sans sucre, il fallait éviter le sucre et tout ça. Depuis, c'est marrant parce que c'est resté. Je trouve tout trop sucré tout le temps. Je sais pas si toi, tu as déjà rencontré autour de toi, mais moi j'ai autour de moi, c'est une personne en particulier qui vit dans le contrôle de son alimentation depuis 30 ans, je pense. Qui est effectivement très mince et que ça gêne pas en fait, elle vit avec ça. Je pense que c'est une balance, c'est le contrôle lui apporte plus de plaisir que la privation qu'elle se fait subir. Exactement. Moi, ma grand-mère, elle était comme ça toute sa vie. Toute sa vie, elle a été dans la privation, elle était maigre. Ma grand-mère, elle diabolisait le sucre en fait. Quand on fêtait nos anniversaires, on lui disait toujours « Mamie, tu vas goûter le gâteau ?» Non, non, non. Alors elle disait toujours « Plus tard, il faut que je fasse ci. » Alors elle était toujours en hyperactivité, genre « Ah, il faut faire la vaisselle. » Quand on faisait de la raclette, elle mangeait... En gros, c'était le régime cétogène. Elle mangeait le fromage, la charcuterie, mais pas les pommes de terre. Tu vois, moi, je me suis rendu compte à un moment que je mangeais beaucoup trop vite en fait.
Tu sais, je dépassais très souvent mon rassasiement. Et puis après, je ferai une petite parenthèse par rapport aux dégâts du jeûne intermittent parce que ça y a participé. Mais du coup, je n'arrivais pas à freiner, tu vois, et je freinais trop tard. Et du coup, après, t'avais mal. Très souvent, voilà, j'ai trop mangé. Ce qui m'a aidé, alors la pleine conscience m'a aidé en fait à ce ralentissement, mais aussi effectivement de temps en temps, tu vois, je faisais pas tous les repas, machin et tout, mais de m'astreindre en fait à poser mes couverts, finir ma bouchée, avant de reprendre une autre bouchée, de bien mastiquer aussi parce que je me suis rendu compte que j'avais du mal à digérer parce que je mangeais trop vite, Ouais. Je mâchais pas suffisamment. Mais pour en revenir au jeûne intermittent, en fait, pendant longtemps, je ne saurais même pas te dire combien de temps, après avoir arrêté, je continuais à surmanger le soir parce que ça m'avait mise dans ce mécanisme de oh là là, je vais avoir faim demain matin, donc il faut que je mange beaucoup le soir. C'est pas parce que tu remanges le matin que ta peur, elle est pas ancrée en toi. Et ça, j'ai beaucoup de personnes, enfin, je pense que toi aussi, qui viennent me voir, mais maintenant c'est bon, je mange suffisamment, pourquoi je continue à faire des compulsions? Ça prend beaucoup de temps. Ça prend beaucoup de temps. Plusieurs mois. Je pense que des fois, ça peut même prendre plus d'une année. C'est long. Ce truc du soir, de trop manger le soir, ça a bien duré un an facile. Et puis tu finis des fois par plus avoir faim le matin. Ah ben non, j'avais plus faim. Parce qu'en fait, c'est un cercle vicieux aussi, parce que du coup, tu compenses en mangeant plus le soir. Et aussi, je pense que le corps, il s'habitue. On voit beaucoup des comptes, notamment anglophones, qui te disent que quand tu es dans l'anorexie, ton corps n'a pas assez d'énergie pour te donner faim. Ouais, moi j'ai toujours été assez critique par rapport à ça. C'est ce qu'il dit. Mais même en très grande dénutrition, tu vois. Oui, c'est vrai. Bah, peut-être que c'est juste une observation, en fait, de patient. Oui, mais après, c'est une observation. Tu as aussi toute la côté subjectif de la personne qui arrive à se convaincre qu'elle n'a pas faim. Donc, on ne pourra jamais vraiment savoir. Mais oui, parce que comment savoir si c'est des signaux du corps ou si c'est... Aussi, il y a quand même la grande croyance que la faim, c'est uniquement dans le ventre. Donc, en fait, beaucoup des anorexiques, si elles ne ressentent pas le creux dans le ventre ou le gargouillement, elles vont penser qu'elles n'ont pas faim. Mais je pense qu'en fait, elles ont faim. Si toi, t'attends 1 heure ou 2 avec le gargouillement, ça a fini par passer. Ça veut pas dire que t'as plus faim, en fait. À l'époque où je faisais le jeûne intermittent, j'ai aussi pas mal fait des jeûnes de 24, 48 heures. Ah ouais c'était presque comme des défis, tu vois, de me dire, bah tiens, allez, je vais essayer. Allez, j'essaye 24 heures. Allez, j'essaye 48. Je crois que j'ai jamais tenu plus que ça. Là. Oui. Et c'était devenu, je pense avec le recul, que c'était aussi devenu une stratégie de maintien de ce poids si bas, tu vois. Ça devait être dur. Hein. Bah non, je trouvais pas ça dur. C'est plus facile de rien manger du tout. Plutôt que de commencer à manger. Oui. Où tu te dis, il faut que je mange normalement, il faut que je mange normalement, il faut que je mange normalement. Mais t'es tellement dans la restriction que tu veux pas, c'est que tu vas tout dégommer. Donc en fait, tu te dis, bah vaut mieux que je mange rien, en fait. Oui. Qu'est-ce que ça nous fait faire En même temps, on va te dire merci, sinon on serait pas là ensemble. Mais ça, c'est vrai. Exactement. On se serait jamais rencontrés. Ouais. On passerait pas ce bon repas ensemble. En fait, ce délicieux gâteau, franchement, est excellent. Bon, je vais leur demander la recette. Non, moi, la mousse, c'était très bonne. Merci beaucoup, Anne, de m'avoir fait découvrir cette super adresse. Avec vraiment, on s'est régalé. Vraiment. Le gâteau au chocolat, enfin le brownie à la betterave, je le recommande. Et la mousse au chocolat également. Et le monsieur t'a donné la recette, non? Oui, il m'a donné la recette. J'ai du mal à le croire, mais apparemment, il n'y a rien d'autre que de la farine, de la betterave et du chocolat. Et un peu de sucre, quand même. Alors, où est-ce qu'on peut te retrouver, Anne? Le plus simple, c'est mon compte Instagram, Anne Pios Psy, et puis le podcast, La pleine conscience du pouvoir. À l'heure où la vidéo va sortir, ce sera terminé pour Indépendance Cannelle. Oui, je pense, puisque les inscriptions sont ouvertes en ce moment pour la session de printemps. Tu accompagnes toujours en individuel? J'accompagne toujours en individuel, et il y aura sans doute une autre session à l'automne. Voilà, donc allez suivre Anne, c'est un ordre. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à la liker, la partager, la commenter, à vous abonner. Et si vous aussi, vous voulez faire partie de mes invités, comme Anne, et venir manger surtout, et parler, et papoter, vous pouvez me contacter sur Instagram. Ça sera avec grand plaisir. On se dit à bientôt. Ciao.